Merci à toutes et tous d'être ici. Je suis Guillaume Buffet. Je suis le fondateur d'une tech qui s'appelle Motherbase, mais je suis surtout là aujourd'hui en tant qu'animateur de cette session où on va se poser une question des plus simples. Est-ce qu'on a réussi à trouver des modèles rentables liés au sujet de la nature aujourd'hui? Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse définitive et que tout le monde puisse repartir avec tout à l'heure, mais on va essayer d'aborder pas mal de sujets intéressants. Avec moi, Marie Ekland est la fondatrice et CEO de 2050. Bonjour. Hello Marie. Yves Chénaud, qui est responsable du pôle expertise de la mission économie de la biodiversité de CDC Biodiversité. Hello Yves. Bonjour. Et Justina Grosjean, qui est la cofondatrice de Clean Ocean Coatings. Bonjour. Hello Justina. Alors, un tout petit mot en amont, et après je vous rassure, vous m'entendrez plus trop, mais je crois que tout le monde sait que si le sujet de la décarbonation aujourd'hui, vous savez, moi j'anime le village de la décarbonation à côté, il est relativement présent dans les esprits. Celui des risques liés à la biodiversité reste beaucoup plus diffus. Et pourtant, on sait qu'il y a, on y reviendra tout à l'heure, plus de 1000 startups dans le monde qui explorent les pistes pour lutter contre les origines de cette sixième extinction de masse. On en reparlera aussi. Alors, est-ce que pour tout résoudre, je vous parle de start-up, pour tout résoudre, cliquez ici, c'est Morozov qui disait ça il y a 10 ans. Je crois que ce serait un tout petit peu simpliste comme démarche. Mais d'un autre côté, si on considère que ces histoires de biodiv, ça n'est que un problème des pouvoirs publics, ça n'est pas très satisfaisant non plus. En tout cas, c'est insuffisant ou c'est démobilisant. Et en particulier pour nous tous, si on est ici à Tech Fest, c'est qu'en général, on a envie de faire bouger les lignes. Alors Yves, je vais commencer par toi. Avant d'échanger sur les modèles, sur les solutions, est-ce que tu serais d'accord pour nous dresser une sorte d'état des lieux de cet effondrement de la biodiversité aujourd'hui dans le monde? Je sais que le monde est vaste, que la problématique elle est complexe, mais que ça fait quand même quelques années que tu travailles sur le sujet, que tu as essayé de l'organiser et de le structurer. Donc est-ce que ça te va si tu commences par nous faire un petit tour d'horizon sur c'est quoi cette sixième extinction de masse et c'est quoi les enjeux de biodiversité aujourd'hui? Et complètement, bonjour à tous. Du coup, sur sixième extinction de masse, tu fais bien de commencer par cette expression, parce que c'est à peu près cette idée-là, cette idée que les écosystèmes sont de toute façon quelque chose de dynamique, de mouvant, dans lequel des espèces apparaissent et disparaissent, mais que là, aujourd'hui, on a une étape où les choses s'accélèrent à un rythme inédit. La cinquième extinction de masse, qui est celle des dinosaures, qui a eu lieu déjà à un sacré moment, a duré plusieurs milliers d'années. Et aujourd'hui, on est sur à peu près la même ordre de grandeur en termes de disparition des espèces, mais à un rythme beaucoup plus important, puisqu'on est sur des ordres de grandeur de dizaines d'années, à peu près une centaine d'années. Et donc c'est cette accélération aujourd'hui qui met vraiment en danger l'équilibre de nos écosystèmes et surtout les services qui nous rendent. Un air qui est de bonne qualité, de l'eau qu'on peut boire, des sols qui nous permettent de faire pousser des choses et de manger, en fait des besoins assez basiques. Et donc aujourd'hui, cette crise de la biodiversité qui est multiple, parce qu'aucun écosystème se ressemble, il y a toujours des fonctionnements qui sont complexes, qui sont interdépendants, entre espèces, entre milieux. C'est ce qu'on essaye d'adresser. Donc, moi, dans mon entreprise, qui s'appelle CDC Biodiversité, qui travaille en France, et puis du coup avec toutes ces startups. Voilà, et donc en particulier, toi, tu essayes de comprendre les acteurs qui interviennent dedans, de les organiser, de les structurer, de les mesurer pour savoir où on en est finalement. C'est ça, et du coup, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un travail qu'on a fait avec Guillaume et avec sa base de données Motherbase, qui nous a permis de recenser plus de 1000 startups qui ont des solutions pour la biodiversité. Alors vous pouvez les regarder sur le site Nature Tech Observatory, et qu'on a essayé de caractériser pour comprendre comment est-ce que le marché se structurait, qu'est-ce que les startups adressaient comme sujet, qu'est-ce qu'elles n'adressaient pas aussi, et comment aussi le financement sur les 3-4 dernières années s'était accéléré pour venir un peu répondre aux grands enjeux des COP biodiversité qui, depuis 2022 et la COP de Kunming-Montréal, ont permis d'accélérer au niveau mondial les politiques publiques, mais aussi l'implication des organisations privées dans la protection et la restauration de la nature.
Eh bien, tu as prononcé dans ta dernière phrase start-up et financement. On va commencer par le sujet de start-up. Justina, tu as lancé, ou tu as participé à lancer très récemment une start-up dans un domaine extrêmement pointu, des histoires de bateaux, d'histoires de pollution, et pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer l'objectif et la mission de ta start-up? Merci beaucoup Guillaume. Oui, tout à fait. Alors ma start-up s'appelle Clean Ocean Coatings. On est basé en Allemagne, mais on cherche bien évidemment à s'implanter, à être un peu partout, car notre mission est très simple. On a développé une peinture qui ressemble à ça. C'est une peinture qui vient en dernière couche sur les coques de bateaux et qui est actuellement une des seules peintures qui existe sur le marché, qui n'a ni biocide, ni solvant, qui est donc absolument safe pour les océans. C'est une peinture qui a non seulement une mission écologique pour la protection de la biodiversité. On agit surtout avec un modèle économique qui est intéressant pour les opérateurs de transport maritime. En fait, comme elle est très lisse, cette peinture, elle permet aux bateaux de consommer beaucoup moins de carburant. On est actuellement entre 7 et 20% de réduction de carburant. Donc sur un trajet de Hambourg je ne sais pas, à Singapour, ça fait quand même un sacré changement. 7 et 20% d'économie de carburant. Donc on contribue aussi à la mission de décarbonation. C'est-à-dire une entreprise aujourd'hui qui a une flotte de bateaux peut avoir un gain économique, avoir un gain de décarbonation pour leur bilan de RSE, mais aussi, et ça c'était vraiment notre mission principale, la protection de la biodiversité. Et je dis juste un dernier chiffre, si tu me permets Guillaume. Donc la recherche scientifique biomarine trouve que dans la traînée des bateaux, donc le grey water, ce qu'on appelle ce qui est vraiment derrière les bateaux de porte-containers et autres, on trouve du microplastique. Et ce microplastique dans les échantillons marins provient à 80% des peintures anti-fouling des bateaux. 80%. 20% c'est les sacs plastiques, les pailles, voilà, toute autre poubelle qu'on a dans les océans. Et nous, on agit justement à ça. Et donc, on veut vraiment changer cette industrie de peinture pour quelque chose qui économiquement, qui fait du sens et qui a une belle mission. Voilà. Donc, comme quoi, il y a des startups qui existent aujourd'hui dans ces sujets-là. Tu es un exemple et merci d'être là pour nous le partager. Alors, toi, Marie, il y a quelques années, tu as participé à faire émerger les premiers géants de la tech français. Tu es à l'origine de France Digital, qui est l'association qui regroupe à la fois les fonds d'investissement et les startups les plus emblématiques en France. Et puis aujourd'hui, tu as pris un chemin différent. C'est quoi ce chemin? Qu'est-ce qui t'a amené à le prendre? Et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui aux startups et aux acteurs de ces sujets de transition? Pour répondre simplement, en fait, moi, finalement, j'ai toujours financé l'innovation et les transformations économiques. Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, la vraie transformation qu'on vit, évidemment, le digital continue, mais celle qu'on vit en profondeur, c'est la transformation durable de l'économie. Et que chaque entreprise, chaque secteur économique, quelle que soit sa géographie, finalement doit intégrer ces trois grandes tensions qui sont le franchissement des 7 limites planétaires dont Lisanne a parlé et qui font que on a une rareté des ressources naturelles, on a une non-fiabilité de la chaîne de production, il y a des événements climatiques auxquels on va devoir s'ajuster. Donc ça repose la question de toute la chaîne de valeur en fait. La deuxième grande tension, c'est la tension géopolitique qui fait qu'on ne peut plus avoir en fait un développement d'entreprise qui se fasse sur un principe de globalisation avec des dépendances critiques sur des pays dont on ne sait pas si ça va être nos amis demain en fait. Et donc du coup on doit se penser comme dans la nature dans un modèle de robustesse avec plusieurs types de fournisseurs, plusieurs types de marchés et donc être finalement en multilocal, ce qui est très lié à nos enjeux de souveraineté également. Et puis la dernière, c'est l'accélération tech qui continue. Mais en fait pour moi, les entreprises qui vont apporter des solutions à ces grands problèmes-là, c'est les champions de demain. Voilà. Donc c'est finalement, je dis la même chose que ce que je disais au lancement de France Digital, qui est de dire, nous, on va financer les champions de demain, sauf qu'aujourd'hui, le monde a changé par rapport à il y a 20 ans. On sait des choses qu'à l'époque, on ne voyait pas. Elles étaient déjà là, mais elles n'étaient pas au niveau auquel elles sont et on ne les prenait pas en compte. Et on doit penser des nouveaux modèles de financement et des nouveaux types de solutions au niveau des startups pour arriver à créer ces champions.
Et alors le sujet du financement, à tout point de vue, que ce soit le chiffre d'affaires, que ce soit l'aide, la subvention ou que ce soit l'investissement en capital, il est dans tous les esprits. L'année dernière, sur le village de la décarbonation, on avait une start-up qui s'appelle Carbone 350 et dont le job est de renaturer les tourbières. En fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'une tourbière en bonne santé, c'est une capture carbone extraordinaire, mais quand elle est en mauvaise santé, ça se transforme en bombe carbone parce que tout le carbone qui a été capturé pendant des centaines d'années retourne dans l'atmosphère. Ils font un boulot extraordinaire, mais il y a un modèle économique complet à inventer parce que les tourbières, personne ne s'en fout. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée économique à qui que ce soit. Et donc soit on attend que l'État subventionne ça, mais ce n'est pas son job, ou en tout cas ce n'est pas dans les lines of business. Et donc, en fait, il travaille à inventer le modèle économique autour de tout ça. Alors, Yves, justement, ça a été le cœur de notre rencontre. Ça fait des années que tu travailles sur ces sujets-là et que tu t'interrogeais sur est-ce que, franchement, un jour, on va inventer un modèle qui va permettre de financer à travers de l'argent privé, du capitalisme, l'énergie des créateurs autres que publics. C'est quoi les analyses que tu as faites aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a des pistes quelles sont tes interrogations sur le sujet? Alors ça, c'est une grosse partie de mon travail avec mes collègues à la mission économie de la biodiversité. Et c'est le parti une grande partie des startups qui travaillent sur ce sujet se concentrent aussi là-dessus. Depuis la COP de Coding Montréal dont j'ai déjà parlé, il y a un appel clair aux organisations privées pour venir soutenir ce qu'on appelle la résorption du financial gap, c'est-à-dire ces 30 milliards qu'on doit aller chercher d'ici 2030 pour financer la protection et la restauration de la biodiversité. On s'est fixé collectivement comme objectif de préserver 30% des terres et 30% des mers et de restaurer 30% des terres et 30% des mers. C'est un objectif absolument colossal et pour ça on a besoin d'énormément d'argent. Restaurer un écosystème, restaurer une tourbière, ça coûte très cher. 30 milliards tu dis, c'est ça? On a besoin, oui, c'est l'objectif. Il y a des estimations variantes, mais l'objectif signé par tous les partis est celui-ci. Et aujourd'hui, on en est très loin. Et donc, on essaye donc, d'aller mobiliser des financements publics. Ça, évidemment, ça fait partie. Il y a le règlement Restauration de l'Europe qui a lancé ça. Il y a en France une réglementation, mais on a besoin, en plus, de financements privés. Et donc, aujourd'hui, on travaille au fait que les entreprises, non seulement prennent en compte leurs impacts, mais surtout veuillent participer à une démarche de contribution, et notamment de contribution à ces efforts de restauration. Et ça couvre l'ensemble des sujets concernés par ces startups, l'évitement et la réduction de leurs impacts, comme par exemple pour les startups comme pour le transport maritime, utiliser des solutions comme Ocean Calling, mais aussi du coup aller jusqu'à la restauration des écosystèmes. Et cette restauration, du coup, c'est une grosse partie des startups qui sont financées. Aujourd'hui, il y a environ 800 millions, c'est ce qu'on a calculé du coup, avec cette base de données, qui ont été levés par des startups sur ce segment-là. Ça représente environ 300 startups dans le monde qui sont sur ce segment de la restauration, qui est principalement drivé par la demande publique et la régulation, et qui s'ouvre avec des marchés comme les crédits carbone volontaires ou les crédits biodiversité vers les organisations privées. Super, merci beaucoup. Alors Justina, toi, au quotidien, est-ce que vous arrivez à récupérer de l'argent, que ce soit via des clients, via des fonds d'investissement? Est-ce qu'il y a un marché? Alors tout à l'heure, tu as commencé finalement dans la façon dont tu présentes la solution, tu intègres le fait que ce soit qu'il y ait des bénéfices pour l'entreprise, mais voilà, c'est quoi ton expérience autour du marché économique, autour de ces sujets? Merci pour la question. Alors oui, il y a un avantage économique. Pourquoi tout le monde n'utilise pas notre solution? Alors la question, c'est ça. Donc c'est une solution deep tech. On est vraiment dans une innovation, c'est-à-dire sur un produit qui a commencé à être développé en 2014. Et on a eu beaucoup de chance qu'en Allemagne, on a bénéficié de beaucoup de financements publics. Voilà, donc on a fonctionné surtout avec des subventions. Actuellement, on a toujours un projet en cours qui est financé par l'Union européenne, qui nous permet d'avoir des projets pilotes avec des pêcheurs. Donc là, voilà, on s'est positionné sur quelque chose qui bénéficie beaucoup des fonds publics. En revanche, du côté des investisseurs, ça a été relativement facile d'avoir des angel investors,
C'est un produit qui, je pense, parle à beaucoup de personnes. C'est très tangible. On veut protéger les océans. On a quelques fonds. Maintenant, on est en pleine levée de fonds. On est encore pre-Series A. Donc voilà, on est en train de lever les fonds. Ce n'est pas toujours évident. On n'a pas de composante IA. On devrait avoir de l'adoption. On ne l'a pas encore suffisamment. On le sait. En revanche, c'est un marché très, très, très dominé par 5 acteurs, très conservateurs. Donc ça prend du temps. On est sur des cycles de vente lents. Et c'est ça, en fait, je pense, on est sur des processus longs. Même la nature, c'est bien sûr un impact long terme. Donc je pense que cette question que tu as mentionnée, ou cet aspect de gap, de financement, mais aussi ce décalage, c'est quelque chose vraiment qui nous affecte. Oui. Après, il y a des moyens de trouver des financements, surtout avec un modèle facile à prouver de manière économique. C'est ça qui parle à nos clients. C'est les économies de carburant. Super intéressant. Alors ça m'évoque plein de questions, Marie, parce que je me souviens, il y a plus de 10 ans, on disait « fail fast » pour éviter que les fonds perdent trop d'argent trop vite. Mais à l'aune du temps nécessaire pour ces projets, est-ce qu'on peut fail fast? Mais surtout, voilà, là on a parlé de subventions, on a parlé de chiffre d'affaires, ou on a parlé de capital risque. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une place pour l'investissement privé, dont l'objectif est d'avoir un retour sur investissement général, c'est à 5 ans je crois, sur des marchés qui ne sont pas encore avérés? Oui, évidemment. Par contre, ou en revanche, ça ne peut pas se faire dans le modèle historique de financement du capital risque tel qu'il a été pensé pour la transformation digitale. C'est-à-dire que ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, la finance elle-même est une industrie. Elle a des produits qui ont été développés pour certains types de besoins. Et donc, le modèle du capital risque tel qu'il a été pensé est suroptimisé pour les startups du numérique. Donc, le modèle de fonds fermés à 10 ans, quelque part, force à se dire, quand on investit dans une entreprise, on veut que l'entreprise soit vendue dans 7 ans. Si c'était arrivé, c'est clair que ce n'est pas possible, en fait, dans ces horizons de temps qui permettent ça. Et c'est pour ça que nous, quand on a pris le sujet, on a changé le produit financier. On a fait un fonds qui est ouvert dans le temps, qui est un fonds evergreen, qui donne le temps aux entreprises de se développer et qui, en revanche, pour rendre les investisseurs patients, parce que tu ne peux pas juste leur dire « on verra bien », on a créé une couche de liquidité par-dessus qui permet d'offrir un rendement annuel aux investisseurs à partir de l'année 6. Donc, on a créé un produit financier nouveau pour essayer de s'adapter, pour aller chercher le meilleur de la performance de ces entreprises-là. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que la réponse est oui, mais pas dans l'ancien modèle, en fait, parce que ça, c'est pas adapté. Pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, l'ancien modèle, il se trouve que hier soir, au dîner, je parlais avec un fonds extrêmement traditionnel et qui me répétait que quand on crée 10 startups, il faut qu'il y en ait 8 qui disparaissent dans les 3 ans. Pourquoi ? Parce que le modèle historique, c'est tu mets tout le monde au-delà de son rupteur pour que tout le monde aille, si possible, le plus vite possible, à 5 ans, à des niveaux extraordinaires. Tu sais qu'il y en a 8 qui ne vont pas y arriver parce qu'ils vont exploser en vol. Et les 2 restants, c'est eux qui payent pour tout le monde. Donc en effet, ce n'est pas très efficient, comme dit on voit bien les grands succès de ce modèle-là, c'est les big tech américaines. C'est des modèles de création de monopole. C'est pas du tout dans le monde actuel où on veut être multilocal, géopolitiquement varié, etc. C'est pas du tout un modèle qui va être adapté au monde actuel, en fait. Et donc ça, c'est la première chose. Après, il y a autre chose qui est, on voit bien, nous, on a commencé à investir dans les océans parce que c'est un enjeu absolument énorme sur tous les sujets de biodiversité. C'est un univers où il n'y a pas encore les carbon crédits qui sont très structurés, comme on peut trouver sur les climate tech. Donc, c'est un modèle où on a besoin de ce qu'on appelle la blended finance. Donc, c'est plusieurs types d'investisseurs financiers qui interagissent ensemble. Et donc, on commence par soit du financement public, soit de la philanthropie, pour après arriver à dérisquer pour des investisseurs privés comme nous. Donc, par exemple, on a investi dans une entreprise qui fait de la restauration de récifs coralliens, qui s'appelle Coral Vita. Elle a aussi 10 ans. Et elle a commencé par se faire financer par des prix, le Earthshot Prize, de la philanthropie, des grants, etc.
Et puis, avant de trouver le modèle économique, de pouvoir démontrer commercialement l'intérêt et après d'être attractif pour des investisseurs privés. Donc, il y a aussi ce côté-là. Et je rajouterais un truc qui est important, si tu me permets, parce que j'ai parlé beaucoup, mais c'est que dans cette transition-là, ce qu'on voit aussi, que je ne voyais pas moi dans le digital, c'est que les types d'investisseurs sont différents et notamment les industriels ont intérêt à ce que leur filière bascule et donc c'est super important de les intégrer dans le financement des startups, pas uniquement d'un point de vue partenariat commercial mais aussi en tant qu'investisseurs. Et c'est ce qu'on a fait nous sur d'autres sociétés. Donc c'est un boulot hallucinant par rapport au métier d'hier. Non, c'est un nouveau, mais c'est beaucoup plus intéressant. C'est probable. Mais en effet, tu réinventes une industrie. Ce qui est étonnant, hein, c'est que, encore une fois, moi qui bosse beaucoup dans les sujets de décarbonation, les industriels, ils sont forcés de réinventer leur modèle aujourd'hui. Parce que sinon, ils ne sont pas assez efficients et ils génèrent trop d'effets négatifs. Ce que tu dis, c'est que ton industrie n'a pas commencé sa mue. Toi, tu l'as faite, mais tes collègues, non, pas encore. Ça vient doucement, mais disons que nous, on a vraiment posé un changement de produit, un changement de gouvernance, un changement de modèle économique, donc un changement un peu systémique. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut être, compte tenu des enjeux. Et la plupart du temps, les gens raisonnent innovation incrémentale, donc c'est difficile, quoi. Et la finance, pour être clair, fonctionne comme de l'intelligence artificielle. Tu finances ce qui a marché dans le passé. Et donc, on a des allocataires d'actifs. Leur boulot, c'est qu'ils ont un mandat pour aller mettre l'argent sur des produits existants. Nous, on est un nouveau produit, donc personne n'a un mandat pour investir chez nous. Tu finances ce qui a marché dans le passé en Californie, d'ailleurs. Alors, Yves, toi, tu as passé beaucoup de temps à échanger avec pas mal de fonds, je crois, pas mal d'acteurs du financement de façon générale autour de ces sujets-là. Je ne sais pas si je trahis un secret. Je sais que même pour vous, c'est pas facile de faire financer ces projets. C'est quoi ton retour, toi, sur ce sujet de financement ? C'est très intéressant ce que tu disais parce que du coup, il y a toujours besoin de pilotes et de modèles. Et donc ça, c'est ce que du coup mon entreprise CDC Biodiversité fait depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que montrer qu'une opération de restauration, puisqu'on en parlait, c'est viable et ça peut rapporter de l'argent. Mais ça rapporte de l'argent, en l'occurrence, au bout de 15 ans. C'est à peu près le temps qu'il faut pour avoir. Nous, notre première opération de restauration, on a commencé en 2008 et on a commencé à vendre les premières unités en 2022. Donc c'est un temps effectivement assez long. Et donc le but, c'est plutôt de partir de finances de projet, alors pas trop du capital risque du coup, et s'appuyer sur des acteurs qui vont être effectivement blended finance. Donc nous, dans notre cas, beaucoup la Caisse des dépôts, beaucoup des acteurs publics, beaucoup de grandes institutions financières qui vont être sensibles parce qu'elles ont des thématiques, par exemple agricoles. Et de faire cette démonstration pour ensuite aller voir effectivement des fonds plus traditionnels qui ont un rapport effectivement plus différent, disons, à la temporalité des opérations. Et donc le but de cette base de données, c'est de montrer tous ces pilotes, de montrer qu'il y a un certain nombre de modèles qui effectivement fonctionnent sur des marchés qui ne sont pas connus, qui sont ceux de la restauration. On parlait de celui-là, qui va être un marché qui en fait va être énorme, parce qu'il y a vraiment une mise en place quand même, rien qu'au niveau du financement public, de très grande masse. Et de montrer la viabilité en fait de ces opérations. Alors Justina, quand toi et l'équipe vous allez rencontrer des fonds, quand vous présentez votre projet, est-ce que vous dites dans 5 ans on sera milliardaire ou est-ce que dans 20 ans on aura changé le monde ? C'est quoi l'argumentaire pour aller voir des... Alors peut-être que c'est des sujets que tu ne peux pas discloser facilement, mais voilà, c'est quoi l'argumentaire pour séduire des investisseurs ? On leur montre qu'en fait, on a des clients qui ont 20% d'économie de carburant et du coup, ils sont très intéressés. Voilà, c'est l'argent qui parle, mais non, mais blague à part, je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui prennent conscience quand même de la protection de la biodiversité, pas seulement pour protéger les océans, mais parce que les bateaux, avant de rentrer dans certains pays, dans certaines zones portuaires, ont cette obligation de nettoyer les coques de bateau à cause des espèces invasives. C'est ça qu'on dit en français, espèces invasives qui ne doivent pas être importées dans certains pays. Donc même ce côté-là leur parle parce qu'on a un revêtement qui leur permet de le faire plus rapidement qu'avec d'autres vêtements. Et du coup,
on revient à l'argument économique, bien évidemment, mais c'est ça qui leur parle. Donc, et les fonds et les clients réagissent, je pense, surtout à cet argument économique. Donc, alors, je ne sais pas si dans l'assistance ici, il y en a certains qui sont porteurs de projets. Vous êtes en train de lancer des solutions autour de la biodiversité. Il y en a qui sont dans cette démarche parce que, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que si je veux pouvoir lancer un projet, il faut absolument que j'ai des arguments de rentabilité économique court terme. Voilà, quand tu reçois un projet, toi, c'est quoi les 3 premières choses que tu regardes ? Alors nous, pour le coup, on a adopté une nouvelle stratégie sur la stratégie d'investissement qui est d'essayer de comprendre par la science où sont les principaux problèmes à régler. Donc on va chercher des projets sur les domaines qui nous intéressent. Génial. Voilà, et donc c'est pour ça aussi on travaille avec le Stockholm Resilience Center sur le sujet pour vraiment, et on a commencé par exemple avant d'établir notre stratégie sur l'économie décarbonée, sur les agricultures régénératrices ou sur les océans, par comprendre la science et en faire une stratégie d'investissement où on va après chercher là où il y a les plus gros problèmes, donc les plus grosses solutions à régler tout de suite et on matche ça avec des opportunités économiques. Donc tu vas chercher les porteurs de projets, tu vas chercher les startups qui te semblent celles qui répondent le mieux aux problèmes. Exactement. Et on part des vrais... Donc typiquement, c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux océans. C'est parce que quand on a commencé à faire... Alors là, pour le coup, c'était avec l'Université Paris-Dauphine. On a fait un cours à 360 degrés, comprendre les enjeux environnementaux du 21e siècle. Et qui est en licence libre. Le but du jeu, c'est pas juste qu'on soit intelligent, c'est que tout le monde comprenne ce qui se passe et qu'on soit catalytique d'une compréhension. C'est un cours qui est maintenant obligatoire pour tous les étudiants en première année à Dauphine. Et en faisant ça, on a compris qu'il y avait 4 choses à faire sur l'économie pour arriver à faire ça. La première, c'est que tout le monde comprenne ce qui se passe. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, il y a moins de modèles économiques autour de ça. La deuxième, c'est de poser l'infrastructure de données qui permet aux entreprises de comprendre où est leur impact, parce qu'on parle des solutions biodives, mais en fait, il faut aussi arrêter d'entamer la biodiversité. Donc, toutes les autres entreprises qui sont financées intègrent la mesure des limites planétaires, intègrent ça et puissent agir dessus. On ne peut pas être uniquement à financer des startups nature tech qui vont régler. Il faut arrêter de faire poser des dommages. Donc, il y a la partie données après pour pouvoir mesurer et puis vérifier après que ce qu'on met en place, ça marche. Après, il y a une troisième, et c'est ça dont je voulais parler, c'est que en faisant ce travail-là, ce qu'on voit dans toutes les simulations du Stockholm Resilience Center, c'est qu'on sera toujours mieux en ayant restauré des capacités de la nature à absorber l'activité humaine qu'en réduisant le carbone. Il faut faire les deux, mais on sera beaucoup mieux si on réduit moins et qu'on ait une nature en meilleure santé que l'inverse. Et que donc c'est ça la première des choses à faire et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ces sujets. Donc on va voir et il faut qu'il y ait à la fois un match d'un point de vue solution sur un vrai problème et équation économique. Vas-y Justina. J'avais juste une question parce que je me demandais justement si l'outil que vous avez ne pouvait pas servir en partie au de-risking informatif. Parce que d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est aussi l'information, de comprendre comment une solution contribue, quel modèle économique peut être développé. J'enlève un peu ma casquette Clean Ocean Coatings, mais en fait, ça me paraît intéressant, votre approche de déjà faire le mapping des solutions qui existent, mais aussi faire une orientation investisseur comme outil de de-risking en fait. Et je me demande si vous faites ça. C'est un peu toute l'idée. Du coup, effectivement, le but de regarder toutes ces startups, c'était de voir, nous, par rapport à notre compréhension de l'économie de la biodiversité, qui est vraiment notre métier de base, de voir où est-ce qu'il y avait de l'argent, où est-ce qu'il n'y en avait pas. Et qu'est-ce que le capital risque investissait ou n'investissait pas. La première chose que ça investit, c'est les questions d'information. En fait, peut-être par un mouvement de mimétisme ou parce que c'est aussi des technologies qui sont maîtrisées par ailleurs. Les startups qui marchent le mieux, c'est des startups en fait tech, qui sont des startups de collection de données. Alors ça va être de l'imagerie satellite, ça va être de l'e-DNA, donc réussir à séquencer une séquence ADN, avoir une séquence ADN qui donne des informations sur les espèces d'un écosystème, des choses sur la bioacoustique. Ça marche très bien. C'est à peu près la moitié des startups qu'on a recensées et c'est un peu plus des 2/3 des financements. Donc c'est quand même il y a un effet ça sur l'information qui est très fort. Les autres segments qui marchent bien, c'est le segment de la restauration dont je vous ai parlé. Et le segment qui marche le moins, c'est celui de l'évitement et de la réduction, sur lequel j'aurais plutôt tendance à mettre Oceans Coatings, où il y a en fait peut-être moins de startups qui se sont mises,
Parce que c'est aussi, je dirais, moi, ma première interprétation, c'est aussi parce que c'est un peu une économie de la décroissance et du faire moins, l'évitement et la réduction. Et donc, ça parle peut-être moins à ce type de financement et de modèle. Et également parce que les entreprises, en fait, qui vont être les utilisateurs finaux de ces solutions, n'ont pas fait la première étape, qui est de savoir où est-ce qu'elles en sont sur la biodiversité, quel est l'impact du coating industriel classique sur les océans. Et donc, tant qu'elles n'ont pas fait cette étape-là, on ne peut pas mettre en place de l'évitement et de la réduction. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est investisseur donc, dans une de ces sociétés aussi qui s'appelle Sweep, voilà, et qui permet de partir d'un compte de résultats financiers pour en déduire un compte de résultats carbone et bientôt biodiv, j'espère, mais où on fait des plans de réduction. Ça permet aux entreprises, à part de savoir où elles sont, où leur empreinte est la plus forte, de faire des plans de réduction pour agir dessus et de vérifier que ça fonctionne. Et ce qu'on voit, et là il y a une équation économique, c'est qu'elles ont un ROI à 238% en 9 mois. Pourquoi ? Parce que là où on est très émetteur, en fait, souvent ça coûte cher. Et donc, quand on réduit ces émissions, c'est souvent un gain financier intéressant, quoi. En fait, toute la démarche, elle est hyper intéressante. J'ai l'impression que tu es quand même... En tout cas, tu es certainement Sherpa. La question derrière, c'est est-ce que tu es suivi ? Et je trouve qu'il y a un aspect hyper intéressant que tu as mentionné, c'est le science-based. C'est le métier de Yves. Et en fait, les premières fois où on s'est rencontrés, on s'est dit, en fait, on va réunir les family office et les fonds pour les acculturer sur ces sujets. Aujourd'hui, vous n'êtes pas assez écoutés sur ce sujet-là. On essaye, on est plutôt écoutés, mais l'étape d'après qui est peut-être d'avoir une forme d'alignement, d'engagement, etc. Et effectivement, tu as raison, t'en parlais, je n'ai pas tout à fait répondu à ça, mais de dérisking aussi d'un portefeuille qui va plutôt être composé de start-up ou d'entreprises qui sont plutôt de la tech, enfin de l'économie réelle, donc pas forcément de la biodiversité. Et donc ça, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une petite difficulté, on en a déjà parlé, c'est parce que c'est du temps long, c'est parce que aussi, en fait, et ça c'est quelque chose qui est assez prégnant dans le rapport du capital risque à cette question de la biodiversité, c'est que la biodiversité, c'est toujours particulier. Les écosystèmes, ils sont toujours un peu uniques. Et donc, il n'y a jamais, ou peu souvent, de solutions qui vont s'impliquer à tous les endroits. Alors, les solutions de réduction comme Ocean Scouting qui vont marcher sur tous les bateaux partout dans le monde. Mais par exemple, sur la restauration des écosystèmes, un coup, on va avoir besoin d'IDNA, on en parlait, mais un coup, ce sera plutôt de la bioacoustique. Un coup, on aura plutôt besoin d'un écologue sur place. Et donc, en fait, cette hétérogénéité des situations crée une complexité qui est difficile aujourd'hui à comprendre et à prendre en compte parmi nos interlocuteurs, en tout cas. Est-ce que le backlash de cette dernière année a eu un impact sur votre quotidien ? J'ai vu hier, moi je publie les résultats de l'emploi dans les startups en France. Il y a un an, les startups de la Green Tech, c'était le premier secteur de startups créateur d'emplois. Plus 12% d'employés dans les startups de la Green Tech en 2024 en France. 2025, on est passé de 12 à 6%. La Green Tech est passée de la première à la troisième position. What a surprise, numéro 1, l'IA. Surprise, numéro 2, non, la FinTech. Donc, et évidemment, si j'ai pas de chiffre d'affaires ou si je lève pas de fonds, j'embauche pas des gens. Hein. Donc, il y a une claire corrélation entre ces deux phénomènes. Est-ce que vous le sentez dans votre quotidien ? Oui. Alors, on le sent, mais surtout du côté réglementaire. Les clients les plus intéressants ou les plus game changers pour nous, c'est des gros porte-containers qui bougent beaucoup dans les eaux internationales. Et la réglementation avançait déjà pas très rapidement là-dessus, mais ces derniers temps, ça a encore ralenti. Et en fait, c'est un tel levier qui pourrait être vraiment utilisé de façon profitable pour les opérateurs du transport maritime si il y avait un écosystème réglementaire qui était créé, qui était positif. En ce moment, on ressent quand même un ralenti là-dessus. Alors, on essaye de vraiment s'intégrer dans les processus politiques importants et pertinents, mais il y a un ralentissement. Oui. C'est la même question pour tout le monde, en fait. Oui, aussi. Je pense qu'il y a
Pour donner d'autres chiffres, en fait, il y a eu un gros move vers la souveraineté. Donc, quand on regarde les fonds levés, si on prend le rapport d'impact de Deal Room, State of the Impact Report, on voit qu'il y a 109% de croissance sur les fonds levés pour la défense. Il y a évidemment après l'IA, 95% de croissance, etc. Il y a moins 50% sur tous les investissements pour la food security. Ce qui est hyper intéressant parce qu'on voit que la notion de souveraineté, enfin à quoi ça sert de se défendre si on ne peut pas manger, quoi. Donc en réalité, il y a un vrai problème de stratégie, tu vois, et de logique holistique de se dire, bon ben c'est quoi notre stratégie européenne, qu'est-ce qu'on doit financer en premier lieu pour être souverain. Donc c'est des effets de mode qui sont poussés par la réglementation beaucoup, effectivement, parce que du coup ça crée des appels, tu vois, des trucs, mais donc on l'a senti, nous, sur les levées de fonds des entreprises, où les capitaux vont quelque part là où il y a d'autres capitaux, parce que ça facilite la levée de fonds d'après, le financement des boîtes, etc. Donc clairement, on l'a vu, et c'est un problème qu'on n'a pas de vision stratégique au niveau du pays, hein. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, ou au niveau de l'Europe. Et je rajouterai un autre truc que Yves a pointé du doigt et qui me paraît hyper important, parce que tu me disais qu'est-ce qui va faire que les gens vont bouger dans la finance. Et je pense que c'est l'aspect risque. Aujourd'hui, on est dans une logique où tout le monde parle que de performance. Tu vois, et on parle de biodiversité, mais par exemple, il y a 40% des besoins d'eau qui ne sont pas satisfaits en 2030. Est-ce que l'IA et le développement du secteur de l'IA va en souffrir? Oui. Est-ce que c'est pris en compte dans les modèles? Non. Est-ce que c'est dans l'horizon de temps d'un fonds de capital risque? C'est dans 4 ans? Oui. Voilà. Donc, toute cette notion, la dimension des risques, où la plupart du temps, la finance, c'est risque-rendement, elle est complètement sous-évaluée. Et celle-là, elle va arriver et elle va faire en sorte que, à minima, les investisseurs type fonds de pension, enfin les asset owners, les fonds souverains, etc., vont trouver ça intéressant de diversifier les risques. Et après, potentiellement, de dérisquer en finançant des solutions qui peuvent permettre de dérisquer leur portefeuille existant qui est sur les anciennes industries qui sont super à risque des risques climatiques et des risques naturels. Et là-dessus, moi, j'ai le sentiment qu'il y a effectivement un moment de ralentissement, il y a aussi une stabilisation. Et il y a également en fait, des réglementations qui ont été votées dont on ne se rend pas compte de la puissance. Il y a le règlement nature européen, qui est quand même une réglementation assez extraordinaire. Quand on y pense, on s'est engagé à restaurer 30% des terres, 30% des mers en Europe. Si on y pense, c'est la plus grande opération d'aménagement de l'histoire de notre continent, hein, de reprendre tous ces écosystèmes, de les re-rendre viables, de les dépolluer. C'est en fait absolument colossal. Et aujourd'hui, je trouve que c'est assez étonnant qu'on en parle aussi peu. Et que en fait, ces sujets, du coup, sont en train d'infuser aussi d'une autre manière, peut-être, sur la question des risques, tu en parlais, en fait, sur la question industrielle et par le biais de la décarbonation, de la baisse aussi des émissions, de la consommation de fuel. Donc il y a une sorte d'infusion par d'autres sujets. Je pense par exemple sur les sujets de souveraineté militaire, on va parler beaucoup de biodiversité. C'est quelque chose, je pense, moi, qu'on va finir par pousser. C'est à quoi sert une tourbière? Une tourbière, ça sert à se défendre aussi. Une tourbière, c'est quelque chose qui ralentit les choses. En Ukraine, un des endroits qui a stoppé la ligne de front, c'est les tourbières qui sont sur le bord du Dniepr. Et en fait, c'est aussi à ça que sert la nature, et c'est aussi à ça qu'on peut l'employer. Et donc, il va y avoir un peu une diversification de notre rapport à ces éléments naturels et à la manière dont on les inclut dans nos industries et dans nos modèles. Parce que Bertrand Piccard nous disait hier, si les approches de relation à la nature, à la biodiversité, au climat ne sont que punitives, ça ne peut pas marcher. Donc l'analyse du risque, elle est hyper compréhensible pour un financier. Pour engager des publics différemment, est-ce qu'on arrive à trouver des argumentaires inspirants, on va dire, autour de ces sujets? Ah oui, et la nature est beaucoup plus, elle parle beaucoup plus, elle touche beaucoup plus que le climat. C'est-à-dire se dire on a sauvé tant de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ça n'a jamais fait bouger qui que ce soit, hein. Je suis désolée, mais c'est émotionnellement assez aride, hein. Mais par contre, quand on est tous liés émotionnellement à des espaces naturels autour de nous, donc ce qui va être très important, c'est de relocaliser l'impact. De montrer, tu vois, je crois beaucoup au fait que si on arrive à traduire ce que ça va changer
dans les bouts de nature que chacun connaît et auxquels on est attaché, là, on va arriver vraiment à faire bouger les choses. Et tu n'auras pas besoin de... Enfin, c'est un reward qui est déjà énorme. Pendant longtemps, on disait le mort kilomètre, quoi. On est plus sensible à quelqu'un qui meurt à 1 kilomètre de chez soi que de quelqu'un qui meurt à 10 000 kilomètres de chez soi. Toi, tu dis qu'il y a du biodiv kilomètre. C'est un aspect qui est extrêmement intéressant. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des... Parce que c'est un peu morose quand même, notre échange, c'est de ma faute, je suis désolé. Mais il y a plein de... Enfin, moi, tous ces échanges à titre personnel, ça m'a donné une énergie extraordinaire. Je suis plus heureux à 57 ans que je ne l'étais à 40. J'ai quitté Paris pour venir m'installer dans les territoires de montagne. J'ai élevé mes enfants autour de la passion de l'environnement. Je fais 8000 km de vélo par an. Je gagne 10 fois moins de pognon qu'il y a 10 ans et je suis 10 fois plus heureux. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Est-ce qu'il y a des trucs chouettes, des messages positifs que vous voulez partager avec nos publics? Moi, j'en ai un et je pense qu'on se concentre beaucoup sur les shifts qu'il y a actuellement dans la géopolitique, notamment moins de financement aux institutions de recherche, aux organisations internationales qui ont pour mission, comme vocation, la protection de l'environnement. Je pense que c'est aussi une opportunité parce que je vois, et c'était ma carrière de 12 ans, dans l'aide au développement international, le fait qu'on ait moins de financement pousse à ce qu'on sorte en tant que scientifique avec des solutions qui avant étaient peut-être peu palpables, qu'on sorte des modèles qui parlent aux investisseurs. Et vraiment, je vois un grand changement dans ce domaine-là, chose qui est très positive. Je vois aussi des programmes de mise en relation de scientifiques, des organisations de recherche avec des serial entrepreneurs, des entrepreneurs qui cherchent à fonder, qui cherchent à s'investir aussi personnellement, qui ont des idées comment développer des modèles business qui marchent. Donc, pour moi, ça, c'est très positif. Yves? Et puis, on se concentre beaucoup sur la dernière année, mais il y a quand même une grosse accélération. On n'a pas trop parlé de chiffres, mais pour vous donner quelques chiffres, c'est 45 000 employés, quand même, les startups NatureTech, c'est quand même assez important. C'est plus 58% en 2 ans. Et du coup, il y a quand même déjà eu un effet d'accélération assez important. Et donc, je pense aussi qu'il faut le retenir et un peu l'enregistrer. Et moi, si je finis, en fait, la manière dont on a changé aussi la stratégie d'investissement et les critères de sélection des entreprises, c'est de se dire, oui, on va aller chercher des solutions, mais on veut que les entreprises restent alignées dans le temps. C'est-à-dire qu'on crée un modèle, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en tête, c'est que dans la tête de tout le monde, quand on fait de l'impact, c'est un discount à la performance financière. Et longtemps, je me suis demandé d'où ça venait. En fait, d'où vient cet a priori que si on investit dans l'impact, pour faire des choses qui sont bien pourquoi est-ce qu'on se dit que ça va être moins profitable financièrement? Et en fait, je pense que la raison, c'est parce que en finance, les modèles qu'on utilise sont des modèles mathématiques. En maths, on sait optimiser sur une dimension. D'accord? Si on optimise sur 2 dimensions, on choisit laquelle est la principale et après, on va optimiser la deuxième. Dans la nature. Donc, ça veut dire qu'on choisit toujours la principale et on sait que l'autre va être... on va perdre, en fait, sur la dimension. Donc, si on choisit d'optimiser sur l'impact, forcément, on va limiter ça, parce que c'est le modèle mathématique. Mais dans la vraie vie, quand on a sur des modèles biologiques, sur des écosystèmes vivants, quand les écosystèmes fournissent beaucoup de services contributifs, on est en meilleure santé, soi-même. Donc, on peut plus contribuer à l'écosystème. Donc, il y a des modèles gagnant-gagnant. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire des modèles gagnant-gagnant si on pense plutôt à modéliser en des modèles vivants, biologiques, etc. Et je terminerai là-dessus. Donc, nous, ce qu'on développe, c'est cette idée d'alignement, d'entreprises qui arrivent à aligner leurs intérêts économiques avec celui de la société et de la planète. Et on parle de toutes les dimensions. C'est-à-dire que d'abord, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui portent ces entreprises, ils sont alignés à titre perso. Exactement. Tu vois, entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent, ils sont là à leur place, ils sont alignés, t'es bien. Après, l'équipe, tu l'alignes en termes d'intérêt, donc il y a une meilleure distribution de la valeur, etc. Le modèle économique qui doit être aligné avec l'impact positif, tout comme ce que tu fais, en fait, tu as créé un modèle économique où les deux vont ensemble, c'est gagnant-gagnant. Ensuite, les partenaires, et ça, c'est la dernière chose que je voudrais souligner avant de finir le modèle, mais c'est que c'est la première fois de ma carrière d'investisseur, et je suis là depuis 25 ans, qu'en réalité, on crée des modèles collaboratifs
avec les corporates, les startups, les autres types de financiers, etc. Et ça fait du bien, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Et c'est sympa de se dire que ça fait du bien. Alors, il reste 6 secondes. Et j'allais finir sur une espèce de pirouette. On parle de biodiversité depuis tout à l'heure. Dans le narratif de notre monde de start-up, depuis toujours, il y a une espèce, ça s'appelle les licornes. Ouais. Et les licornes, vous savez, c'est ceux qui valent 1 milliard. Je pense que parmi toutes les startups que j'ai rencontrées ces 5 dernières années, je n'en ai vu aucune qui rêvait d'être milliardaire. Ils s'en foutent. Ils s'alignent. Et alors, si pour sauver la biodiversité, il suffit de dézinguer les licornes, finalement, ce serait peut-être pas mal, puisque c'est la seule espèce qui n'existe pas. Donc, merci à vous 3, parce que ça fait beaucoup de bien. C'est hyper inspirant. Il y a des pistes. Et ça, c'est quand même l'essentiel. Pour réconcilier l'économie et la nature et les engagements des uns et des autres. Donc on y va, non? Merci à toutes et tous, merci à vous 3.